Tous, bienvenue sur ce webinaire dédié à l'importance de la gestion des stocks MRO dans la performance des industriels, avec le témoignage de Michelin. Je vous propose d'attendre juste quelques minutes avant de démarrer, que tout le monde se connecte. Je vous propose de commencer par la présentation de ce webinaire. Je me présente, je suis Anne Zafraniec, directrice de mission pour la branche EPSA Transformation, directrice de mission France. Je travaille pour le groupe depuis 8 ans maintenant. Et pour vous dire quelques mots d'EPSA, EPSA est le premier acteur européen de conseil et de services au soutien de la performance financière, opérationnelle et environnementale. Nous proposons donc une plateforme de solutions qui permet d'adresser tous les comptes de charge et d'accompagner opérationnellement l'ensemble des fonctions clés de l'entreprise, tous secteurs d'activité confondus, et aussi de travailler sur tous les projets de transformation de l'entreprise, que cela soit achat, supply chain, finance, opération, RH. Quelques chiffres que vous voyez à l'écran. Nous sommes 5000 collaborateurs, 16 000 clients dans le groupe. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Nous réalisons 70% de notre activité à l'international et sommes implantés dans 37 pays. Donc, sur ce webinaire, je suis accompagnée de Max, que je vais laisser se présenter, qui appartient également au groupe EPSA, et de Jody, qui va nous présenter aujourd'hui un témoignage, qui travaille pour la société Michelin. Bonjour à tous, merci beaucoup Anne pour cette introduction. Moi je suis Max Fadel, directeur de mission comme Anne, mais cette fois-ci sur la plateforme ibérique. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce webinaire en lien avec donc la MRO et avec le témoignage de Jody qui travaille avec nous aujourd'hui sur un projet lié à ce secteur. Bonjour à tous, Jody Stick. Je travaille pour Michelin depuis 28 années. Je suis italien. Toute mon expérience de vie, c'est en Michelin comme maintenance, progrès et manager sur la partie spare part. Je représente Michelin, comme vous pouvez voir, 130 000 collaborateurs, 83 usines, en présence presque mondiale sur toutes les façons de faire. Et je laisse la parole à Max et Anne pour la présentation. On se reverra dans les témoignages. Merci beaucoup Jody. Alors on va démarrer avec les basiques sur ce webinaire sur un sujet qui est la MRO d'aujourd'hui. La MRO, donc Maintenance, Repair and Operation, qui est l'entretien de l'appareil de production des industriels. Ce sujet aujourd'hui, on a mis une image un petit peu fouillie, c'est justement parce que pour la plupart de nos clients, et dans les discussions qu'on peut avoir avec les sociétés industrielles, c'est généralement un sac de nœuds. On a beaucoup d'imbrications liées à la maintenance industrielle, beaucoup de coûts qui ne sont pas visibles, d'interruptions de production dont on ne connaît pas les raisons. Et le sujet qu'on rencontre également, qui est très problématique pour traiter les sujets de maintenance, sont que cela ne paraît d'être la responsabilité de personne, d'aucun service.
On ne sait pas si c'est du procurement, on ne sait pas si c'est de la maintenance, on ne sait pas si c'est de la production. Donc on a généralement, chez les entreprises avec lesquelles on peut travailler, discuter, des responsables qui se renvoient la balle, des situations très opaques et pour l'entreprise, à la fin, des pertes. Parce qu'aujourd'hui, la MRO, ça a un impact sur toute la production, sur la productivité des lignes, sur les carnets de commandes, de pouvoir honorer les commandes clients, donc les taux de service, sur les personnes, sur les temps d'arrêt qu'il peut y avoir sur les personnes, la productivité humaine. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est l'image qu'on en a des discussions qu'on peut avoir sur le marché qui est un vrai sac de nœuds avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de problématiques et généralement des entreprises qui ont du mal à se lancer dans la prise en main de ces sujets. Pourtant, la MRO, ça a tout un tas de problématiques. On peut parler pardon, de la partie de gestion de stock, avoir des pièces de rechange qui sont parfois mal catégoriées ou autres. On ne se rend pas compte, mais on accumule. Donc, on a directement un impact sur le bilan. Des coûts élevés parce qu'on peut approvisionner plusieurs fois les mêmes pièces, ou alors avoir des pièces très chères qu'on ne devrait pas avoir. Visibilité de données, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre dans la MRO, qu'on rencontre chez la plupart des interlocuteurs qu'on peut avoir. C'est une absence de visibilité sur ce que ça coûte, mais surtout ce qu'on a. La MRO, la première problématique est d'identifier les pièces. Quand on a un site ou même plusieurs sites, on a parfois des problèmes de codification qui font qu'on peut avoir des doublons, des triplons, des quadruplons sur la même pièce, avec des achats qui sont associés, des quantités, et qui fait un effet boule de neige sur les stocks. Donc il y a un très fort impact financier sur les structures de production. Ce qui est également difficile pour les entreprises qui sont dans ces situations un peu de manque de visibilité ou qui n'ont pas encore traité ces sujets-là, ce sont la planification des prévisions. Donc, comment anticiper les besoins de maintenance quand on n'en a pas la capacité à travers les données et la visibilité à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on a vraiment de nombreuses problématiques aujourd'hui très opérationnelles sur la partie de maintenance et qui ont des impacts directs sur les coûts de la maintenance. Donc, vraiment la difficulté à maintenir le bon niveau de stock et d'avoir très peu de ruptures de production. Parce qu'encore une fois, quand il vous manque la pièce, la machine est à l'arrêt. Quand vous avez trop de pièces, vous pouvez peut-être la remplacer, mais vous avez immobilisé des fonds. Des durées de cycle d'approvisionnement qui peuvent ne pas être optimisées également. On peut avoir besoin de certaines pièces et se rendre compte qu'elles ne sont pas disponibles parce qu'on a mal anticipé, parce qu'on n'a pas bien traité avec les fournisseurs, donc les pièces qui devaient être sur site ou non. Et tout ça a un impact direct sur la taux de disponibilité des équipements, les taux de production. Donc encore une fois, le service level au niveau des clients et des carnets de commandes. Tout ça a également un impact sur, bien sûr, le retour sur investissement des outils de production. Généralement, quand on a des projets d'ouverture de ligne, des projets de production, on part sur un certain taux de productivité de la ligne. Si aujourd'hui la maintenance n'est pas inclue dans les projets, on peut avoir des taux de productivité qui sont bien moindres et du coup un retour sur investissement de l'appareil productif qui est beaucoup plus long. Donc ça peut également retarder tous les investissements qui peuvent être faits chez les industriels. Les coûts de stock, j'en ai déjà parlé, hein, on parle d'accumulation dans la MRO. On parle de stock pirate, on parle de stock parfois non identifié, mal catégorié, qui traîne un petit peu. Et ça a également un impact sur la performance achat. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on a, quand on n'a pas de visibilité et qu'on est en incapacité de pouvoir planifier ou autre, on va mal acheter. C'est-à-dire qu'on va faire des achats qui vont être décentralisés auprès des fournisseurs, des petites quantités par petites quantités, alors qu'on peut négocier pour de plus gros volumes ou des choses plus récurrentes. Et donc, vous voyez, ça commence à se dessiner, le sujet de la MRO a vraiment un impact financier très fort, très très fort pour les structures qui aujourd'hui ne traitent pas les sujets. Et aujourd'hui, la MRO, Michelin pourra en parler, peut être également une force quand elle est bien utilisée, quand elle est bien traitée, peut être au service de la productivité, de la production et amener du résultat. Je vais vous prendre un exemple très concret pour illustrer cela, d'un cas d'une entreprise fictive. Voilà, vraiment pour que vous puissiez essayer de vous rattacher à ce cas. On va parler d'une entreprise industrielle dans la métallurgie qui aurait 8 sites de production en France.
des services centraux, mais rien sur la maintenance, un CA d'une grosse ETI en France, 500 millions par exemple. On a des sites qui sont en grosse production, 2.8, voire certains en 3.8, donc on a des carnets de commandes qui sont fournis, mais des référentiels existants, mais des commandes qui sont passées en générique, une dépense MRO estimée à 40 millions par an, et donc sur des prix publics parce que peu négocier avec les fournisseurs. On peut avoir également un stock estimé, encore une fois, parce que la dépense, c'est ce qu'on va acheter, mais on va le consommer, un stock restant d'à peu près 10 millions, sans certitude, parce qu'on peut avoir des clients qui sont incapables d'identifier la valeur des pièces de MRO qu'ils ont en stock, et des taux de service de machines de production à 95%. Alors là, déjà 95%, c'est bien. Pour certains clients, ça peut être plus bas en lien avec la maintenance. On a pris un exemple qui est quand même pas trop mauvais. Et des coûts horaires d'arrêt de production qu'on estime à 10 000 euros, soit une perte en lien avec le taux de service de 28 millions d'euros de productivité. Aujourd'hui, avec une entreprise qui a ces signaux, on est en capacité d'identifier des gains potentiels très rapidement. Très rapidement. Quand on parle d'aller traiter la MRO, on va toujours s'intéresser à qu'est-ce qu'il peut y avoir à chercher avant de lancer des projets qui sont longs, complexes, parfois des coûts, parce qu'on va demander à des gens de dédier du temps ou prendre des externes. Mais voilà, sur la gestion des MRO, on est en capacité, généralement, sur des clients qui sont peu matures ou des entreprises peu matures, d'optimiser jusqu'à 40% de la voilure du stock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un client qui viendrait nous voir avec ces cas-là, sur un stock à 10 millions, on serait très à l'aise de pouvoir le réduire de 4 millions. Et ça a un impact direct sur le PNL et l'EBITDA de l'entreprise. Ensuite, sur le potentiel qu'on peut également identifier, extrapoler pour les clients, c'est sur l'achat. C'est sur l'achat qui reste, c'est-à-dire que sur une dépense à 40 millions sur des prix publics, on estime qu'il est très facile de pouvoir négocier avec des fournisseurs à travers de la centralisation de volume et des économies d'échelle jusqu'à 10%. Donc ça, pareil, encore une fois, c'est un impact qui va directement dans le PNL pour les entreprises. Maintenant, on parlait également d'arrêt de production, de taux de service de machine. Il faut savoir que si on va gagner sur ce type d'entreprise jusqu'à 1% de taux de service, c'est plus de 5 millions d'euros qu'on peut récupérer en productivité. Donc, c'est-à-dire qu'avec des projets où on va parler de fiabilisation de la maintenance et de s'assurer que la ligne de production fonctionne, on pourrait récupérer beaucoup d'argent. Et ensuite, bien sûr, des choses qui sont moins factuelles, moins chiffrées. On parle d'impact organisationnel et de réduction des urgences. Et donc là, on a vraiment un impact sur le capital humain, sur les personnes, sur le fait qu'il y a moins cette sensation de pompier et donc que la production se passe au mieux. En bref, pourquoi j'ai pris ce cas, on a pris ce cas, pardon, c'est pour vous montrer que sur une entreprise un petit peu moyenne en France, une grosse ETI, avec ce type de dépenses et un niveau de maturité assez faible, il serait assez facile, alors bien sûr ça demande des projets de plusieurs mois, mais il serait assez facile d'aller récupérer des résultats, dont 8 millions qui auraient un impact direct sur les l'EBITDA et 11 millions de productivité. Donc c'est d'où l'importance de la MRO. Quand on parle de ce sujet, on peut le voir qu'avec des chiffres qui ne paraissent pas non plus énormes, on a du résultat qu'on peut aller récupérer. Ensuite, On va maintenant vous parler de la méthodologie qu'on déploie chez EPSA pour accompagner nos clients. Donc, c'est une méthodologie en 6 étapes, la dernière étant plutôt transverse. Après, nous, on travaille de manière personnalisée. Donc, on a notre méthodologie de base, mais on est à l'écoute des clients. Donc, on fait aussi en fonction de leurs différents besoins et on peut être amené à aller aussi un petit peu plus loin que la gestion des stocks de MRO pure. Comme disait Max tout à l'heure, de travailler sur les achats, les approvisionnements, la planification de la maintenance, la mise en place de maintenance prédictive, par exemple, la mise en place d'outils pour supporter aussi les maintenances, les gestions de stock, etc. Donc là, on vous présente la méthodologie de base et je vais essayer de vous donner quelques petits exemples au fur et à mesure. Donc, comme tout projet, on démarre par une analyse et un diagnostic donc, qui nous permet de comprendre l'état actuel des procédures, des pratiques internes de nos clients,
l'état des stocks, qu'on a l'habitude d'appeler chez nous la santé du stock. Donc, pour cette analyse, on a deux volets. Donc, une partie qu'on dit plutôt quantitative et une partie qualitative. Donc, dans le diagnostic quantitatif, on va aller analyser tout ce qui est données. On va analyser les KPI en place, les niveaux de stock, les différentes données en vue d'établir une cartographie, comme on le ferait pour une cartographie achat. Là, c'est une cartographie du stock qui nous permet d'identifier donc la santé de ce stock. Donc, on regarde différents indicateurs, hein, des taux de rotation, des profils de consommation, des taux de couverture. On regarde les paramètres logistiques, c'est-à-dire les minimums, les maximums, les lead time fournisseurs, les périodes de regroupement, comment nos clients catégorisent les pièces critiques, non critiques, stratégiques, bref, tout ce qui peut avoir un impact sur les quantités et les types de pièces que l'on va avoir en stock. Face à cette analyse quantitative, on mène un diagnostic plutôt qualitatif. Donc, on se sert de deux choses pour cette analyse qualitative. On analyse toutes les procédures en place, parce que la majorité de nos clients, surtout quand c'est des grands groupes comme par exemple Michelin, il y a déjà des processus, des procédures, des modes opératoires qui sont en place. Donc, c'est important aussi de bien s'imprégner de tout ce qui a déjà été fait. Et ensuite, la deuxième partie, c'est de rencontrer les gens. C'est vraiment de réaliser des vies ma vie, de mener des entretiens. Et dans ces entretiens, on a l'habitude de ne pas rencontrer que les dirigeants. On va en rencontrer quelques-uns, des managers, des directeurs de site, des responsables en centrale, pour avoir leur vision, leur ambition, connaître les irritants, les difficultés, les freins, les attentes, les interdits. C'est important aussi dans le cadre d'un projet. Mais surtout, on va rencontrer les opérationnels qui vont nous raconter en fait leur quotidien. Comment ils codifient les pièces, comment ils décident de garder une pièce en stock, comment ils définissent les quantités de pièces à mettre en stock et comment ils pilotent vraiment leur gestion de stock. On va aussi les écouter parce qu'eux aussi, ils ont des idées qu'ils n'osent peut-être pas forcément non plus remonter à leur direction. Donc, c'est vraiment important de les entendre et de les écouter. Donc, ça nous permet de faire cette première partie, donc analyse et diagnostic, pour rentrer ensuite dans des étapes qui sont plus du déploiement des différentes recommandations qu'on aura pu faire à la suite de ce diagnostic. Donc, majoritairement, on va travailler sur les 3-4 points que je vais vous citer. Donc, le premier, c'est standardisation et rationalisation. Donc là, il est vraiment important, c'est la data. Comme on disait, pour travailler sur les stocks, il faut vraiment que la data, on la nettoie s'il y a besoin de la nettoyer. On dédoublonne, on enrichit des références incomplètes, des références fabricants, on travaille sur les interchangeabilités. Souvent, ça ne s'est pas réalisé chez nos différents clients. On peut avoir, par exemple, un vérin d'un fabricant avec un vérin d'un autre fabricant et ils se montent en lieu et place. Et on peut avoir comme ça 3-4 pièces stockées qui en fait sont les mêmes. Donc, on peut aussi enrichir des références fabricants erronées ou incomplètes. Et on peut aussi rencontrer des référentiels qui ne sont pas mutualisés, qui ne sont pas centralisés, harmonisés entre les différents sites. Un site A et un site B qui ont la même pièce en stock, mais sous une référence différente. Ça peut être lié à l'histoire. Hein. Aujourd'hui, en France, on a énormément de sociétés aussi qui grossissent par croissance externe, où chacun a ses outils, chacun a ses référentiels. Donc, pour vraiment optimiser au maximum, il est important de travailler sur cette partie-là qui doit constituer un socle de base pour vraiment permettre d'activer toutes les optimisations possibles. Donc, une fois qu'on a travaillé sur ça et qu'on a du coup notre santé de stock, il faut qu'on se fixe des objectifs. Il faut qu'on se dise, voilà, pour tel type de pièce, on a ces profils de consommation aujourd'hui, demain, on va les retravailler de telle manière. On a ces min et ces max, demain, on va les retravailler d'une autre façon, etc. Donc, on va se fixer des objectifs sur les différents KPI et on va tout faire pour donc atteindre ces objectifs en activant différents leviers dont on vous parlera un petit peu plus tard. Sur cette partie-là, on peut aussi travailler avec les fournisseurs. On a mis sur le slide l'optimisation du sourcing fournisseur. Les stocks, c'est aussi constitué quelquefois parce qu'en fait, on a peur de manquer, de ne pas avoir la pièce. Donc, quand on est en mono-sourcing,
on va avoir tendance à garder la pièce en stock plus facilement plutôt que de le laisser chez le fournisseur, ou alors quand on a un délai de fabrication très long. Donc, il va falloir aussi aller négocier, travailler avec le fournisseur, comment on peut faire pour réduire ce délai. Donc, c'est vraiment mettre en place une relation de partenariat avec un certain nombre de fournisseurs qui peuvent nous aider à optimiser nos stocks ou même voire stocker des pièces pour nous. Le troisième volet, c'est la digitalisation et l'optimisation des processus. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, bien sûr, il peut être important de déployer une GMAO donc pour planifier ses maintenances et donc augmenter la durée de vie de ses équipements, pour préparer et planifier aussi de la maintenance préventive et pourquoi pas aller vers de la maintenance prédictive qui, elle, a pour but de prédire les pannes et donc de les empêcher. Donc ça, c'est vraiment un pan très, très important aussi de l'optimisation des stocks, parce que la digitalisation permet aussi la visibilité et permet de mettre en place un certain nombre de leviers, comme par exemple le partage des pièces entre les différents sites quand on est dans un cas de multisite. C'est là aussi que la traçabilité prend toute son importance. La quatrième partie, c'est la gestion des flux et l'optimisation de la logistique. Donc là, pareil, on va avoir deux volets, la partie interne et la partie externe. Donc sur la partie interne, on va pouvoir travailler sur l'optimisation des flux. Donc là, les flux, ils peuvent être divers et variés. Ça peut être de stocker les pièces au bon endroit en analysant les différents magasins. Ça peut être d'optimiser le nombre de stockages dans un même site pour une même pièce, parce qu'on a des magasins généraux, mais on a aussi des magasins avancés sur les lignes, etc. Donc, en fait, une même pièce peut se retrouver à 4, 5, 6 endroits différents. C'est ce qu'on appelle donc l'optimisation des stocks intra-sites. Autre optimisation interne, ça va être l'optimisation intersite. Donc là, c'est entre les différents sites, pas forcément que des sites qui sont à proximité géographique, ça peut être des sites qui sont dans des pays différents. En fait, dans la culture, il est important de déployer l'idée qu'il vaut mieux utiliser des pièces que l'on a déjà en interne plutôt que d'aller les acheter en externe. Pourtant, on rencontre des freins chez nos clients sur l'utilisation des pièces en interne parce que justement, les processus ne sont pas faits pour. Je vais citer quelques difficultés. En interne, souvent, on achète la pièce plus chère que si on l'achetait à notre propre fournisseur. Donc ça, premier frein. Parce qu'il y a des exigences fiscales, puisque une société a l'obligation de revendre avec un markup et des coûts aussi liés aux frais de stockage, etc. Donc, ça peut faire gonfler le prix de la pièce, surtout si les stocks ne sont pas dévalorisés. Ensuite, si on n'a pas de procédure, pas de processus, on peut avoir la pièce plus rapidement en la commandant chez notre fournisseur qu'en la commandant en interne dans le groupe. Pourquoi? Parce que chez notre fournisseur, tout est organisé. Il va nous livrer la pièce, notre service appro va passer la commande, tout est réglé, les process sont clairs. Par contre, en interne, il va falloir s'assurer que la pièce est bien en stock. Il va peut-être falloir que nous occupions nous-mêmes d'organiser un transport, d'appeler le magasin du site stocker pour qu'il nous la prépare. Ça va générer une perte de temps et du coup, une pièce qui arrivera probablement plus tard. Donc, il est vraiment important de changer cette culture d'entreprise pour vraiment, en priorité, utiliser la pièce en interne pour que le groupe soit gagnant sur l'optimisation de ses stocks. Sur la partie externe, donc là, on va avoir plusieurs possibilités. Donc, on peut, par exemple, externaliser la gestion des stocks chez les fournisseurs. Donc, on connaît les stocks consignés, on connaît le Kanban qui va consister à gérer des stocks avec un système de fiches, si on le fait un petit peu à l'ancienne, ou de double bac. On connaît aussi le VMI et le CMI qui sont la délégation complète de l'approvisionnement, c'est-à-dire que le fournisseur, fabricant ou distributeur a accès en fait à vos consommations et livre les pièces en fonction du besoin. Donc ça, c'est des partenariats qui peuvent être menés avec des fournisseurs stratégiques qui peuvent permettre d'optimiser les stocks.
On peut également avoir une gestion des approvisionnements sous-traités via un 4PL ou via une société comme EPSA, par exemple, qui va gérer la totalité de vos approvisionnements auprès de vos fournisseurs, mais aussi piloter les différents paramètres logistiques dont je parlais tout à l'heure, les mines, les max, les lead time. Et enfin, dernier volet, revendre les stocks. Alors, les revendre en externe via des marketplaces, des brokers, des dons, des enchères, mais aussi, là, les fournisseurs fabricants peuvent intervenir. Tout dépend du niveau de relation qu'on a avec eux, mais il est possible aussi de faire de la reprise de stock. Quand on est en surstock, on peut tout à fait négocier avec ses fournisseurs pour faire de la reprise de stock ou pour que le fournisseur nous mette en relation avec un de ses clients qui utilise ces pièces, par exemple. Les possibilités sont vraiment multiples. Là, je vous donne quelques exemples de ce qu'on a pu vivre chez différents clients récemment. Ensuite, le cinquième volet, c'est vraiment le pilotage. Ce type de projet, il est vraiment très, très important qu'il soit piloté, qu'il y ait un chef de projet, qu'il y ait une équipe, que cette équipe soit légitimée en interne, qu'il y ait de la communication et qu'on déploie vraiment tous ces leviers petit à petit et qu'on fonctionne en mode agile avec de l'amélioration en continu et qu'on pilote ce projet avec des KPI sur les stocks, bien sûr, mais aussi des KPI sur le projet en lui-même. Et le dernier volet, que je vous disais tout à l'heure, qui est plutôt transverse et on continue dès la première étape, c'est vraiment la gestion du changement. C'est important d'impliquer les équipes, et j'en ai un petit peu parlé dès le diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer vraiment tous les intervenants dans le processus et les écouter, les impliquer, les informer, mettre en place un plan de communication, écouter les idées et ensuite former les équipes. On a souvent l'habitude de faire des formations sur les outils, mais il est important de former sur des processus, des méthodologies, vraiment sur toute la panoplie de ce qui pourra aider les équipes à performer et à optimiser ses stocks. Bon, j'ai été un petit peu longue sur ce slide, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire. Comme je disais, on personnalise et on peut aller sur beaucoup d'autres choses. Il y a plein de leviers qui peuvent être activés pour aller optimiser la MRO et ça dépend aussi des besoins et des manières, des pratiques, en fait, des manières de travailler des différents clients. Je pense que c'est un peu mal. Ah, voilà. Donc ici, on voit donc les défis qu'un type de projet peut amener. Après, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément des défis propres à l'optimisation des MRO. Hein. C'est vraiment des défis que l'on a l'habitude de rencontrer dans tout projet de transformation chez EPSA Transfo, peu importe le domaine. Donc, ce qu'il est vraiment important, c'est de constituer une équipe projet qui soit vraiment légitimée et qui ait un sponsorship fort de la part du comité de direction, y compris des directeurs de site lorsqu'on est vraiment sur une implantation multisite. La donnée, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est d'avoir une disponibilité de la donnée, même si elle doit être retravaillée, même si elle provient de différents ERP, même si elle n'est pas totalement propre et qu'il y a encore du travail, il faut des données de base. Il faut absolument avoir une idée de ces stocks, mais on peut aussi travailler avec des clients qui ne suivent pas leur stock de MRO, hein, parce que comme disait Max en introduction, les MRO, souvent dans les entreprises ou dans les petites structures, ne sont pas gérés, les stocks ne sont pas suivis, donc on peut passer par des étapes d'inventaire pour constituer la base de données de stock. Mais c'est ce qui permet vraiment de pouvoir identifier les axes d'amélioration. Tous les acteurs doivent donc être mobilisés, que ce soit en centrale et sur site, à tous les niveaux de la hiérarchie. Et très important, donc la communication régulière, le change management, l'implication des équipes, la formation et bien sûr les indicateurs et se fixer des objectifs dès le début du projet sur l'optimisation des processus et la réduction des stocks de MRO. Donc, des résultats concrets qu'on a pu mener avec différents clients récemment, donc sur différents secteurs d'activité, hein, vous voyez, donc l'automobile, la santé, la pharma, la métallurgie et l'agroalimentaire.
Donc, lorsqu'on déploie à la suite d'un diagnostic et de recommandations, on déploie souvent sous 2 axes. Donc, un axe qu'on appelle stock to kill, qui va concerner l'overstock ou le surstock. C'est-à-dire, on a fait une analyse et on a défini qu'un certain nombre de pièces de MRO ne devraient pas être en stock ou alors sont en stock trop important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces pièces? Voilà, donc c'est une action de dire il faut qu'on éradique le stock par différents leviers, donc en optimisant les stocks dormants ou les stocks morts, en valorisant le stock en interne, comme on disait, faire des transferts intra-groupes, en mutualisant les stocks aussi, en éradiquant l'overstock via les filières externes comme les marketplaces, les brokers, les enchères, la reprise de la part de les fournisseurs, valoriser la matière, faire des dons. Peu y pensent, mais les dons permettent aussi d'avoir des déductions d'impôts et c'est toujours plus intéressant que de ferrailler des pièces. Personne n'aime ferrailler des pièces, c'est vraiment la dernière solution. La deuxième partie de nos déploiements concerne le stock to avoid. Donc, le stock to avoid, c'est comment faire pour éviter à nouveau de surstocker. Donc là, on va plutôt travailler sur des actions de fond. La communalité du référentiel, le travail des processus, travailler les paramètres logistiques, les mines, les max, augmenter la productivité des équipes de maintenance, mettre en place de la maintenance prédictive, mettre en place des plans de continuité sur les machines pour éviter de stocker toutes les pièces, mettre en place une nouvelle organisation mutualisée pour gérer les stocks entre les différents sites, mettre en place des politiques d'approvisionnement mutualisées, gérer les magasins différemment. On parlait tout à l'heure de l'intrasite notamment. Construire des modèles différents, pourquoi pas mettre en place un hub de stockage à égale distance entre 2 sites. Ça, c'est vraiment à personnaliser en fonction des différents clients. Et le dernier point, c'est aller jusqu'à l'optimisation des processus achat et approvisionnement, parce que quand on est passé par la mutualisation, quand on stocke les pièces ensemble, on achète aussi ensemble, donc avec des quantités plus importantes, et on a un impact forcément sur les prix d'achat, les prix de transport, etc. Donc, ça nous permet de mettre en avant des résultats assez satisfaisants, comme 40% donc, de réduction de stock au bout de 12 mois de projet, 38% de gains de production sur des lignes de montage et 18% d'économie achat. Je vais maintenant laisser la parole à Jody, qui va nous parler de notre collaboration sur le projet d'optimisation des MRO chez Michelin. Merci Anne et merci Max de toute cette présentation. On peut dire que comme Michelin, avant de faire un petit peu d'introduction sur la slide que vous êtes en train de voir, on peut dire que comme MRO, nous allons attaquer tous ces sujets. Nous avons une organisation qui est centrale et qui peut on va organiser dans toutes les usines avec un GMAO, avec une ERP et avec une organisation de gestion de la référentiel, recherche de doublons. Je me retrouve dans toute la présentation que vous avez fait et dans la collaboration que nous avons dans la partie Espagne dans ce moment. Donc, c'est une collaboration active pour mutualisation et pour stock to kill et pour la partie stock to avoid pour arriver à une optimisation idéale qui sera exploitable dans notre cluster, autre zone de la partie européenne et mondiale. Sur ça, mon témoignage, on va apprendre un petit peu qu'est-ce que sont nos 3 piliers, qui sont les personnes, la performance et les planètes. Avec les mots de notre président, qui on va dire que tout notre projet, on doit être basé sur ça. Ça veut dire que notre MRO sera basé même sur ça. Et comment on peut faire une liaison entre ça? Et je vais démontrer qu'avec une partie qui est toujours, c'est important, pourquoi c'est la performance, c'est qu'est-ce qu'on se paye tout, nous. Mais à côté, sans les personnes et sans les planètes, on ne peut pas aller trop loin. Pour les personnes, moi, je fais en liaison avec les MRO, avec la partie de la formation des personnes. C'est important d'avoir des outils, mais sans la formation, donner une mission à les personnes, donner un point de vue et de pourquoi on va faire certaines choses, ce sera très dur à avoir des résultats. À côté de ça, il y a la partie de la performance, que c'est central, c'est clair,
on va traiter toute la partie de stock to kill, toute la partie de maintenir un correct niveau de stock avec un correct niveau de risque. Pourquoi les machines sont totalement différentes, il y a une criticité et certaines machines on demande d'avoir certaines pièces qui ont une criticité plus élevée, autres qui y a une criticité moins élevée. La réaction qu'on doit avoir avec les personnes et avec notre outil, c'est de bien régler ça. Et enfin, je vais apprendre la partie planète. Pourquoi tout ce que nous on va générer comme achat de pièces, si ces pièces ne sont pas utilisées, on va impacter sur les planètes. C'est une des impacts directs, mais avec des outils comme la revente de pièces, les dons, les possibilités de donner une autre vie à les autres pièces, on peut donner vraiment des autres possibilités de ne pas impacter sur les planètes. Et pour, on peut dire, aller à terminer mon témoignage, c'est pour dire que ces trois piliers sont la base sur laquelle nous on va attaquer notre MRO avec toutes les règles que toi Anne et toi Max vous avez bien expliquées avant. Et avec votre AID, on compte beaucoup d'arriver à des résultats toujours plus, on va dire, performants. Pourquoi, comme notre mot c'est clair, c'est we manufacture the future. Et pour ça, arriver à ça, ça veut dire travailler sur ces trois piliers, travailler sur les MRO, travailler avec les personnes, avec une bonne performance, sans impacter sur la planète. Merci. Merci, Jody. Merci, Jody. Excusez-moi. Vous avez la possibilité donc de poser des questions dans le chat. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de questions. On va attendre donc quelques minutes si vous souhaitez en poser. Je pense qu'on n'a pas de questions. C'est que c'était très clair. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement par mail et n'hésitez pas à nous contacter si une question vous venait ou si vous avez besoin de discuter avec nous de vos stocks de pièces MRO. Merci à tous. Merci Bonne fin à de tous. journée. Merci Anne, merci Jody. Merci. Au revoir. Au revoir.